Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous parler de tout ce qu'on a appris du run du Thunder dans ces playoffs. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the Levert feed. Oh my! Alors, ça y est, le Thunder est donc champion NBA après une saison qui aura été sincèrement une des plus impressionnantes. Enfin, on pourra peut-être en reparler, mais vraiment une saison impressionnante, une des plus impressionnantes, je sais pas, mais vraiment une saison impressionnante. Ils en ont donc réussi à finir de tout ça avec un titre et on voulait vous faire un petit épisode de débrief en fait de tout ce qu'on a appris du Thunder durant ce run de playoff et un peu de la projection qu'on pouvait se faire autour de cette équipe qui va être face aux défis auxquels n'ont pas réussi à se confronter, en tout cas à réussir les champions des 6-7 dernières années, qui est de faire un back-to-back. Puisque plus personne n'y arrive, on verra si le Thunder est en capacité d'y arriver. Et pour vous parler de tout ça, on est avec Paul. Salut Paul, comment ça va ? Ça va et toi? Écoute, alors on enregistre, pour tout vous dire, on est quoi, mardi soir? Lundi soir, je sais même plus. Mardi soir? Mardi soir. Ouais, on vient d'apprendre la relégation en Ligue 2 de l'OL. Bon, c'est pas le meilleur soir de ma vie, là, je te mens pas. On va essayer de parler de basket, mais C'est terrible, franchement. Ah ouais, là, je suis encore sous le choc. Mais bon, on va pas parler de l'OL, sinon ça va être un enfer. Je vais pas pleurer devant tout le monde. Bon, Paul, qu'est-ce que t'as pensé de ce game set là, entre les Pacers et le Thunder? Moi, je l'ai regardé en direct Ok. et je me suis endormi à la fin. Ok. Non, mais plus sérieusement, le match était très cool. Après, dans le troisième quart, tu te rends compte que le Thunder, enfin les Pacers, ils y arrivent plus parce que voilà, il n'y a pas ton meilleur joueur, donc au bout d'un moment, c'est compliqué. Puis je trouvais que la fin de match, elle était tellement longue avec tous les arrêts de jeu. Ouais. Où, les Pacers, ils restent quand même dans le match parce qu'ils restent à moins 10 et tout, mais il y a des arrêts de jeu de ouf. Et vu qu'il était 5h du matin, je me suis vite fait endormi. Et je me suis réveillé à la fin pour apprécier quand même le titre, la remise des trophées et tout. Donc, mais c'est une belle bague, moi je trouve. Un petit marché comme ça, après ce qu'ils ont vécu, les déceptions et tout, c'est cool que cette équipe gagne la bague. Ouais, et puis tout ce qu'ils ont construit, on va en reparler, mais effectivement, c'est assez colossal. Tout ce qu'ils ont réussi à faire là dans cette saison, puis dans les 2-3 dernières années. Bon, quand même, sur ce game set, hein, c'est dur de passer à côté aussi de la blessure d'Haliburton. Je sais pas toi, mais moi, ça faisait longtemps qu'un fait de jeu comme ça m'avait pas fait aussi mal au cœur, tu vois. Je réfléchis dans ma mémoire un peu, mais je vais revenir sur des trucs qui m'ont fait plus mal, mais c'est du foot, c'est pas du basket. Ça m'a vraiment fait mal au cœur, quoi, tu vois. Moi, la dernière fois que j'avais autant mal au cœur, c'était en 2015 et Kyrie et Kevin Love qui étaient pas là en finale, quoi. Ouais, mais ouais. Et ça, encore, c'est différent parce que ouais. c'est pas des énormes blessures, mais tu vois, genre, c'était ça, quoi. Ouais, puis il y a sa réaction, tu vois. Sa réaction, Bon, après, elle est terrible, si, quoi. il y a quand même, il y a KD et Clay, mais moi, je les porte pas dans mon cœur, donc je dis pas que j'étais content qu'ils se blessent, mais j'étais pour les Raptors en 2019, quoi. Donc, mais Ouais, la blessure de Clay, effectivement, dans les finales, ça avait été un crève-cœur quand même. Celle de KD, peut-être un peu moins, mais celle de Clay, effectivement, ça avait été un crève-cœur, je trouve. ouais, Mais ouais, un là, petit peu, ouais. voir Haliburton au sol comme ça, puis tu sais, sa réaction là où Ouais, il c'est tape le terrible. sol, où il est tout de suite en larmes, il sait tout de suite. Ouais. Ah, franchement, j'ai trouvé ça horrible. Enfin bon, c'est pas le sujet du podcast, on pourrait en parler longtemps, mais c'est pas le sujet. Ce qu'on voulait effectivement vous faire, c'était, comme on vous le disait, un petit débrief un peu de ce qu'on a appris de ce run des playoffs côté Thunder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec Paul, on va se faire un ping-pong comme vous en avez l'habitude pour vous présenter un peu les points qu'on a retenus. On va pas aller dans le détail de tout, mais les points qu'on retient et les questions que nous pose ce run. Et puis après, on essaiera de se projeter en se disant quels sont les sujets à venir en fait pour le Thunder dans cet été et puis dans les 6 prochains mois pour justement réussir à faire ce back-to-back. Paul, je te propose qu'on fasse comme d'habitude. Je te laisse lancer le premier sujet et puis on débat. Allez, écoute, le premier sujet, je pense que je vais partir sur le coaching. Ouais. Sur le coaching de Marc Daigneault. L'année dernière, en playoff, moi, j'avais été déçu contre les Mavs.
Bon, on va pas refaire le parcours de Marc Daigneault, mais c'est vrai qu'il avait quand même instauré une identité particulière en attaque et en défense depuis qu'il est arrivé. En attaque avec une équipe qui drive énormément. En défense en mettant toujours sur le terrain des mecs qui sont capables d'apporter en défense la plupart du temps de manière clairement positive, quoi. Mais l'année dernière, j'étais un peu déçu contre les Mavs. Et sur ces playoffs, je trouve que il a eu une bien meilleure compréhension du spacing que l'année dernière. Donc il a quand même appris certaines choses par rapport au spacing. Bon, malheureusement, lui aussi, il doit deal avec, on en reparlera aussi, hein, mais il doit deal avec des jeunes joueurs, donc ce qui fait que, bah ouais, il y en a qui n'ont pas encore la confiance suffisante au shoot. Et je trouve quand même que sa compréhension du spacing, elle est meilleure sur le positionnement de ses joueurs, sur ce qu'il en fait, etc. Mais j'ai quand même été un petit peu déçu de ces playoffs dans l'ensemble, parce que je trouve que c'est un coach qui est beaucoup trop dans la réaction et pas dans l'action. Alors, ce qui est bien, ce qui fait partie un peu de ces coachs qui restent ancrés sur ses idées. Et au moins, bah voilà, il a son identité, il a des intentions, ce qui n'est pas le cas de tous les coachs. Mais je trouve qu'il manque un peu d'adaptation. Et même s'il a montré, que ce soit contre Denver, que ce soit contre Minnesota et les Pacers, il a montré qu'il pouvait s'adapter. Je trouve il y a un peu ce côté avec le Thunder sur ces playoffs où il y a un match sur deux où en fait ils sont menés, ils sont quand même menés 2 fois 2-1 contre Denver et Indiana, où bah, en fait ils font un match où ça se passe pas très bien au début, ensuite ils gagnent parce qu'ils font les bons ajustements, ensuite ils refont pas ce qui a marché, donc ils perdent et ensuite ils gagnent à nouveau. Il y a eu un peu ça, voilà, sur les 2 séries contre Denver et Indiana. Donc faut pas oublier qu'il est quand même très jeune aussi, comme cette équipe du Thunder, qu'il a encore beaucoup à apprendre. Il s'en sort quand même gagnant parce qu'il vient de gagner une bague en tant que coach. Il y a des choses très bien, mais je trouve que dans l'ensemble, ça a été quand même un peu poussif. Maintenant, faut quand même aussi apprécier ce qu'il a fait, et il a fait de très bonnes choses. Je sais pas ce que t'en penses, mais Moi, je trouve que sur son run, en fait, je trouve que tout ce qu'il a fait de bien est antérieur à son run de playoff, en fait. C'est-à-dire que en vrai, ce qui marche bien dans cette équipe du Thunder, tu vois, quand on prend le cursus, c'est son système défensif, qui est, franchement, on en reparlera peut-être, mais qui est exceptionnel. Et il a monté un système défensif qu'on a rarement vu, hyper agressif. Il a réussi à transposer des systèmes fonctionnels qui étaient avec peu de prise de risque, comme les Wolves l'année dernière, dans des systèmes avec beaucoup plus de prise de risque, et c'est payant. C'est un bon coach de développement de joueurs aussi. Il a quand même, enfin, un truc notable quand même avec OKC, c'est que tous leurs jeunes se développent, quoi, et sont des joueurs à impact. Et donc ça, c'est des vraies qualités qu'il a. Mais déjà, le premier bilan que je fais, tu vois, de ces playoffs, c'est que, à mon sens, et ça, je suis curieux d'avoir ton avis, mais à mon sens, ils n'ont pas autant dominé ces playoffs que ce qu'ils auraient dû. Je trouve que les match-ups qui ont été proposés à eux leur étaient à chaque fois très favorables. Et d'ailleurs, enfin moi à chaque fois je le disais, quoi, je leur donnais pas mal d'avance. Et finalement, ils n'ont jamais été aussi dominants qu'attendus. Alors, je comprends, hein, ils ont de la marge et c'est dur de mobiliser les joueurs, et puis ils sont jeunes et il y a plein d'éléments, mais ça pour moi forcément c'est un échec à ce niveau-là. Je me dis pas que la victoire finale est une réussite pour lui, tant dans le run de playoff, il y a eu des contre-performances en fait. Par contre, il y a un élément que je trouve intéressant avec lui. Alors, t'as raison, il met peut-être un peu de temps à changer. Mais par contre, il s'appuie sur un roster qui est, on en reparlera, mais qui est exceptionnel. Mais c'est quand même un joueur qui n'est pas figé, tu vois, dans ses rotations et qui accepte de les bouger. Tu vois, on a vu parfois pas mal de Isaiah Joe, puis après on voyait plus Isaiah Joe, on a vu pas mal de Wiggins, puis parfois on le voyait plus. On a vu pas mal aussi en tout début de run de playoff Williams, Jalen Williams, qu'après on voyait plus. Il a quand même été capable d'ajuster ses rotations, quoi. Mais est-ce que tu es d'accord sur l'idée que le Thunder n'a pas autant dominé ses playoffs que ce qu'ils auraient dû, en fait, vu ce qui se proposait à eux à chaque tour? ouais, je suis totalement d'accord là-dessus. Tu galères à battre en 7 matchs. Et encore, parce que faut pas oublier que Aaron Gordon, il a une blessure dans le Game 7, qui normalement, je crois que t'es out pendant 2 mois avec cette blessure-là. Ouais, c'est vrai. Haliburton se fait le tendon d'Achille dans le Game 7. Donc tu peux t'imaginer, enfin ça se trouve en fait si Gordon il est à 100%, bon après ils se prennent vraiment un gros blowout, mais tu vois les Pacers ils auraient pu battre je pense ce Thunder dans le Game 7. Ça n'enlève rien au mérite du Thunder, attention évidemment ils ont mérité, ils ont dominé toute la saison, mais galérer autant face à des équipes qui ont gagné 18 wins de moins que toi sur la régulière, bah ouais c'est un peu décevant. Alors je sais qu'à QI il n'y a pas tout le monde qui est d'accord là-dessus, on nous reproche d'avoir été un peu trop haut sur ce Thunder, mais en même temps, ils ont mis la barre tellement haute en gagnant 68 matchs que
on était obligé d'être optimiste, quoi. Et puis on a retrouvé à certains instants, notamment des instants clés, ce rouleau compresseur qu'on avait vu en saison régulière. Mais c'est vrai qu'on l'a pas retrouvé à chaque fois, pour autant. Et notamment, je sais pas ce que t'en penses, mais notamment à cause d'un système offensif qui a montré finalement pas mal de carences, quoi. Et on reviendra peut-être qu'on peut passer à un deuxième sujet si je sais pas si t'as envie de continuer sur Degno, mais notamment autour de, tu sais, toutes les alternatives à Shai. Le système autour de Shai, finalement, bon, ça marchait pas si mal, même si l'efficacité de Shai, on peut en reparler, mais est-ce que tu as trouvé aussi que tout ce qui était proposé en dehors de Shai était pas si fonctionnel que ça offensivement, tu vois? Ouais, parce qu'en fait, moi, le truc qui m'a un peu déçu avec Denio, c'est que je peux comprendre parce qu'encore une fois, voilà, c'est ses intentions à lui, c'est son plan de jeu, et tout. Mais moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est que des mecs comme Isaiah Joe et Aaron Wiggins, que moi j'estime être des superbes role players, notamment offensivement. Isaiah Joe, c'est le meilleur shooter de l'effectif, il y a aucun débat là-dessus. Moi, je trouve ça un peu dommage en fait qu'il les fasse sortir au bout de 2 minutes parce qu'en fait, il y a eu deux séquences où l'équipe en face, ouais, elles les ont attaquées et elles ont scoré. Mais est-ce que vraiment, parce que tu vois, il a continué à faire confiance à Cason Wallace pendant tous ses playoffs, beaucoup plus qu'à ces deux-là. Est-ce que quand Cason Wallace, il n'est pas du tout en confiance sur son shoot, est-ce que, oui, d'accord, lui, il pèse positivement, plus défensivement que les deux cités. Est-ce que vraiment, il est plus positif sur un terrain de basket quand il est pas dedans en attaque que Cason Wallace que les deux autres, quoi. Donc voilà, après, c'est différent. Encore une fois, c'est l'attaque, c'est la défense, et c'est différent, mais un des trucs qui m'a un peu saoulé avec Denio, c'est ce côté un peu. Alors, c'est vrai qu'il a fait tourner, il n'hésite pas à mettre du Kenrich Williams, du Jalen Williams quand il sent qu'il en a besoin. Et j'ai trouvé un peu ça dommage que si jamais tu fasses une ou deux erreurs défensives, bah en fait, que tu te fasses sortir tout de suite, alors que offensivement, ils en avaient bien besoin quand même de ces joueurs. Bah, ce qui est sûr, c'est que ces choix de rotation sont des choix qui sont systématiquement défensifs. C'est-à-dire que et c'est aussi pour ça qu'ils gagnent, hein. C'est par leur défense. Donc bon, c'est des vases qui bougent et clairement ils ont gagné grâce à la défense. Mais c'est vrai qu'il fait des choix qui sont systématiquement défensifs. Et effectivement, parfois même sur des joueurs qui sont des très bons attaquants, mais est-ce que vraiment c'est des problèmes défensifs, tu vois? Enfin, Isaiah Joe, moi je te suis, hein, Isaiah Joe et Aaron Wiggins, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas Dalton Knecht ou c'est pas Caris Levert, tu vois? C'est pas du tout des mecs négatifs, c'est juste qu'ils sont Exactement, pas aussi positifs que exactement. les énormes défenseurs d'OKC où t'as que des all-defensive teams à chaque poste, quoi. Et je suis Voilà. totalement d'accord. Et donc, tu es sur des mecs qui, en fait, sont pas vraiment des problèmes défensifs, mais sont pas des all-defensive teams. Et effectivement, du coup, dans le champ des deuxièmes options, bah, tu vois, il y a des marqueurs quand même sur le Thunder qui sont assez structurants, comme les flare screens, les écrans avec les petits, qui ont un peu disparu au final pour jouer beaucoup d'isolation de la série. Tu as toutes les sorties d'écran aussi pour shooters qui ont disparu. Alors que, moi, je suis d'accord avec toi, il me semble que c'était aussi ce qui faisait leur qualité en saison régulière. Bon, le Ouais. résultat final lui donne raison, mais je suis pas sûr que c'était maximisé, quoi. Ouais, et puis quand tu vois, enfin, regarde, quand tu regardes les playoffs de Shai, il fait des énormes playoffs, il marque 30 points par match et tout. Bon, moi, je trouve qu'en défense et au playmaking, c'est toujours un peu particulier parce qu'il y a des matchs où il est pas dedans, mais il y a Ouais. des matchs où il est vraiment exceptionnel sur ces deux aspects du jeu. Mais au scoring, ça fait quand même 2 saisons d'affilée en playoff qu'il est à 100 TS+, alors qu'en régulière, il met des standards à 110. Donc ça prouve aussi que, ouais, alors il y a un vrai manque de confiance sur son shoot à 3 points. On l'a vu sur ses playoffs. À aucun moment où il y a eu du volume, où il a rentré ses 3 points. Il n'a pas été si dominant que ça à mi-distance, finalement. Il y a quand même beaucoup de matchs où il est pas maladroit, mais il n'est pas si adroit que ça. Et on sait que c'est pas un mec qui est capable de compenser avec énormément de réussite au cercle, parce qu'il n'a pas le physique ni les qualités athlétiques. Donc ça reste évidemment des playoffs incroyables qu'il a fait Shai. Mais finalement, tu vois, le Denio basketball autour de lui, ça n'a pas été ultra positif pour Shai. Alors, il y a un niveau plancher qui est suffisant, qui fait que tu as gratté la bague. Mais finalement, il n'a pas été si bon que ça, quoi. Notamment au scoring. Et je pense qu'aussi, une des limites qu'on a vues, et du coup, moi j'embraye là sur un deuxième sujet, c'est dans ce contexte-là, là où normalement leur deuxième option offensive, c'est ce qu'on a décrit, c'est-à-dire un jeu un peu plus collectif. Là, leur deuxième option offensive sur ces playoffs,
Moi, il me semble que ça a été J-Dub, c'est-à-dire la mobilisation de J-Dub un peu de la même façon qu'on mobilise Shai en fait. Il a un peu essayé de reproduire ce qu'il fait avec Shai, avec J-Dub. Et là, tu vois, alors je suis curieux d'avoir ton avis, je trouve que c'est difficile à juger. Je trouve qu'avec J-Dub, et c'est là où on voit qu'il est encore jeune, on est encore sur un gars, tu vois, où tu as des vrais flashs, et ça se traduit dans certains matchs avec un apport qui est impressionnant. En fait, il essaye de le développer sur de l'autonomie, et c'est hyper intéressant d'avoir un deuxième joueur autonome dans un système très défensif, où tu limites un peu tes options offensives. Et en même temps, on a vu d'autres matchs où, à l'inverse, il était un peu coincé, voire parfois un peu négatif. Qu'est-ce que toi, t'as pensé du run de J-Dub? Est-ce que tu t'es dit... déjà, qu'est-ce que t'en as pensé? Deuxième question, est-ce que tu t'es dit... Ouais, en fait, peut-être qu'il lui manque encore un an, mais dans 1 ou 2 ans, ce système full défense avec 2 options très autonomes, c'est peut-être là qu'il faut aller, quoi. C'est intéressant parce que tu vois, moi je m'en souviens avant les playoffs, il y a plein de médias qui ont posé la question qui va être le facteur X des playoffs. Et je pense que dans 95% des réponses, tout le monde a dit J-Dub. Et au final, même si lui aussi c'est pareil, bah ouais, il est irrégulier, c'est normal, ça fait que 3 ans qu'il est en NBA, il a que 24 ans. Moi je trouvais quand même que ces playoffs, alors il y a eu un petit coup de moins bien contre Denver, mais sur la fin, il m'a quand même. Alors moi je suis un très grand fan de J-Dub, donc je dirais pas qu'il m'a impressionné, mais il a fait un vrai taf, quoi. Je pense qu'il a fermé beaucoup de bouches à certaines personnes. Et ce que j'aime bien sur ces playoffs, c'est que tu vois, sur les minutes sans Shai, il y a quand même 182 minutes où lui, il est sur le terrain et que Shai n'est pas là. Et le Thunder, ils sont à plus 9,4 de net rating sur ces playoffs. Et par contre, le truc avec J-Dub, c'est que je trouve que quand Shai est sur le terrain, alors on voit quand même un peu de synergie entre les deux, notamment quand J-Dub a la balle en main, parce qu'on voit pas mal Shai faire des écrans pour J-Dub. On l'a vu un peu, notamment en finale. Mais tu vois, les deux, quand il n'y a pas Shed sur le terrain, ils sont à moins 8 de net rating. Et je crois que quand tu mets Hartenstein, c'est encore pire. Donc tu sens quand même que ce 5 majeur, quand Hartenstein est dans le 5 majeur, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je sais pas si sur les playoffs, le duo Shai J-Dub a été si dominant que ça, quoi. Maintenant, moi, je trouve alors, défensivement, il était un peu moins dominant que sur la régulière. J-Dub, c'est pas lui qui a vraiment impressionné défensivement au Thunder. Mais offensivement, ouais, je trouve qu'il a été assez impressionnant. Alors, le shoot à 3 points n'est pas rentré sur l'entièreté des playoffs, mais je trouve que sur Drive, il a beaucoup rassuré sur ceux qui avaient un peu des doutes sur lui. Et on a vu quand même que techniquement, être aussi technique et à l'aise balle en main pour sa taille et son âge, c'était quand même assez incroyable, quoi. Moi, ce que je trouve cool avec J-Dub, c'est qu'en fait, le plancher de J-Dub, il est haut parce que sa défense, elle est tellement haute que, tu sais, on en parle souvent tous les deux. En vrai, tu vois, ils mettent beaucoup en avant Lou Dort, mais nous, on est assez d'accord sur le fait que leur meilleur défenseur, c'est J-Dub sur l'homme, qu'il est vraiment extraordinaire. Et moi, je trouve que dans ce développement qu'il y a de J-Dub plus autonome, il y a beaucoup plus de tirs à mi-distance que l'année dernière, par exemple, et ça, on l'avait déjà vu pendant la saison régulière. Et effectivement, tu as des moments où ça te débloque des situations, mais dans l'ensemble, l'efficacité, elle est pas complètement là. Tu vois, d'ailleurs, sur les playoffs, je regarde, il a 94 de TS+, ce qui est quand même assez bas, hein, 6% en dessous de la moyenne. Alors après, c'est 6% en dessous de la moyenne, mais avec un style de jeu qui te permet de jouer très défensif, avec beaucoup de défenseurs et beaucoup d'autonomie. Donc faut le mettre en perspective, ce 94. En vérité, il vaut presque plus que ça. De la même façon pour Shai, son 102, il vaut plus que ça parce que c'est dans un truc hyper autonome. Mais je suis encore un peu en doute sur sa capacité, tu vois, à moyen terme, à être capable d'être un peu plus haut sur l'efficacité sur ce style-là. Et je pense qu'effectivement, si une équipe monte et que pour le coup, elle arrive à matcher un peu leur niveau de talent, ils vont avoir besoin que lui soit plus fort, tu vois. Je pense notamment aux Spurs, tu vois, qui devraient monter assez vite, mais il y a d'autres équipes, hein, pour le coup. Et donc, je suis curieux de ça, quoi. Mais ouais, je comprends parce que l'année dernière, il avait fait une saison ultra rassurante sur son adresse, un peu sur tous les compartiments du jeu. Et cette année, que ce soit sur la régulière ou sur les playoffs, on a vu que bah ouais, peut-être que l'année dernière, c'était une surchauffe, quoi. Même si une surchauffe d'une saison, c'est quand même c'est plus qu'intéressant. Finalement, J-Dub, c'est un peu lui qui débloque pas mal de choses en attaque, notamment quand c'est pas Shai qui a la balle. Parce que avoir une deuxième option comme J-Dub, ça débloque un peu tout le système un peu de Daigneault. Parce que qu'est-ce qu'il aurait fait comme plan de jeu, Daigneault, si J-Dub, en fait, tu te dis que bah, en fait, c'est pas suffisant balle en main pour être une deuxième option. Et quand tu vois aussi les finales de Chet balle en main,
tu te dis waouh, t'es quand même content d'avoir J-Dub en deuxième option parce que là, pour le coup, on a presque rien vu offensivement de Chet. Alors, défensivement, c'était exceptionnel, ça c'est sûr. Mais offensivement, quand les 3 points ils rentrent pas et qu'il est un peu mis à mal par un mec comme Miles Turner, Chet, c'était cata là, en finale en attaque, même s'il a fait un très bon Game 7. Mais maintenant, après, je pense que J-Dub, c'est un peu comme Shai. Ils ont besoin de plus d'XP en playoff. Donc là, je pense que ça va débloquer un truc mental. Et j'aimerais quand même que. Je pense aussi que même si Shai, évidemment, c'est un MVP, c'est un joueur exceptionnel, je pense qu'il est quand même dépendant aussi de la qualité du spacing autour de lui. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait des. On en reparlera, mais j'aimerais qu'il y ait quand même plus de shooters qui soient recrutés autour de ces mecs-là, même si je suis confiant sur le fait qu'il y a des mecs qui sont encore jeunes et qui peuvent progresser là-dessus. Parce que je pense que si tu ramènes ne serait-ce qu'un ou deux shooters, ça peut débloquer pas mal de choses sur le scoring de J-Dub, sur sa confiance. On sait que c'est un mec qui a confiance en lui, mais finalement, on sait que sur des stretches de match aussi, sa confiance, il la perd assez facilement, quoi. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'en l'état, ce qui leur a permis de jouer ce système ultra défensif, c'est parce que J-Dub assurait un certain minima sur le scoring autonome, quoi. Et que c'est sûr que s'il passe en dessous de ce minima, tu seras obligé d'aller vers plus d'options offensives parce que ton équilibre attaque-défense ne sera plus rentable pour le coup, quoi. Tu voyais un autre sujet, toi, que tu voulais aborder un peu en synthèse là sur leur playoff? Le shoot. Ouais. Le shoot, je pense que c'est important. On en a parlé vite fait là juste avant. Mais ouais, ça a été un vrai chantier. À partir de Denver, tu te rends compte que y a personne, à part peut-être Caruso, il y a personne qui a réellement confiance en son shoot dans cette équipe, à part Caruso et Isaiah Joe, et un peu Aaron Wiggins, mais sauf qu'on n'a pas vu énormément d'Isaiah Joe et Aaron Wiggins. Bon, on a vu Lou Dort être bien mieux au shoot sur les 2 dernières séries, mais il y a quand même un vrai sujet là-dessus dans cette équipe. Le Big Three en finale, j'avais noté, ils sont quand même à 19 sur 82 à 3 points. Le Shai, J-Dub, Chet. C'est même pas 30%, tu vois, c'est catastrophique. Il n'y a aucun joueur à plus de 35% à part Caruso, donc parmi les 7 joueurs les plus utilisés. Donc il y a un vrai sujet là-dessus quand même sur le shoot au Thunder. C'est dire quand même la marge de progression qu'ils ont. Mais voilà, ça reste une équipe jeune. J'avais noté, je crois qu'il y a 4-5 joueurs qui viennent à peine de fêter leur 4e saison, tu vois, en NBA. Donc le shoot, même vu qu'en plus la plupart c'est pas des shooters dans le profil, bah ouais, avoir confiance en ton shoot quand c'est pas ta qualité première, ça met du temps en NBA. Et heureusement que tu as quand même une certaine qualité balle en main, comme on l'a dit avec Shai et avec J-Dub, et que tu as eu quand même 2-3 ajustements tactiques pour compenser ce manque de shooting. Mais ça a été très cata et ils ont failli se faire sortir contre Denver parce qu'en fait, il y avait personne qui avait réellement confiance en eux au shoot, quoi. Et t'as pas l'impression que le cœur du sujet sur leur shoot, parce qu'au final, tu vois, Lou Dort, il commence à atteindre des standards qui sont ok. Bon, Caruso était un peu en surchauffe, donc ça leur a bien rendu service, mais ça aurait pu être compliqué. J-Dub, effectivement, une petite question. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un vrai sujet sur Shai et Chet, en fait. C'est notamment intéressant de se poser la question sur les joueurs qui sont base du projet. Et en fait, Chet, tu peux presque commencer à te dire, en fait, est-ce qu'il va finir par être respectable à 3 points parce qu'on ne voit pas la progression arriver sur le 3 points. Que Shai, c'est mieux à 3 points, mais là on l'a vu, comme tu le dis en playoff, que c'est pas le cas. Et que tu as l'impression que ils ont peut-être pas besoin que les deux débloquent, mais ils ont quand même besoin qu'il y en ait au moins un des deux qui débloque, pour le coup. Tu vois ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le truc, c'est que les deux, c'est quand même des gars réguliers, tu vois. C'est des mecs en régulière qui sont à plus de 3 points par match et qui mettent plus de 37%. Donc c'est des gars qui montrent que quand il n'y a pas trop de pression, ils sont capables de mettre dedans. Maintenant, est-ce que ça doit venir d'un de ces deux-là ? Moi, je pense que ça doit surtout venir de Shai. J'ai envie de dire, cette saison, il a le droit de faire une campagne de playoff où à 3 points, il met pas dedans. Il a quand même... C'est un joueur avec, pour moi, je trouve un pull-up assez incroyable. Je trouve que c'est quand même, ça doit venir de lui, quoi. S'il y a bien un des 3 joueurs qui doit faire mieux à 3 points entre J-Dub, Chet et Shai, ça doit être lui. Maintenant, ouais, il y a quand même un vrai sujet là-dessus, et c'est pour ça que je pense qu'à terme, il va falloir que tu compenses par autre chose, parce que c'est bien beau d'être ultra tanké partout en défense, mais si un jour tu affrontes une équipe qui se blesse pas et contre qui tu dois jouer un Game 7, bah là c'est pareil, ça va être différent. Je suis pas sûr que leur système en fait à l'heure actuelle tienne réellement sur du long terme.
parce que j'ai du mal à croire que Shai, J-Dub et Chet soient ultra respectés du jour au lendemain, en fait. Ouais, je suis d'accord sur le fait que pour moi, ça doit plus venir de Shai. Parce qu'en plus, je trouve que chez Chet, il y a un truc qui est assez intéressant. C'est que, en fait, son drive est tellement bon que de toute façon, tu peux pas te tenir complètement à distance de lui. Et c'est pas le seul joueur dans ces playoffs, il faudrait que je le retrouve, mais il y a d'autres joueurs où je me suis fait la réflexion. Où en fait, c'est des mecs, le truc, c'est comme ils ont la capacité en fait en un dribble ou deux dribbles de finir et de dunker. Ben en fait, t'as aucun intérêt à leur laisser trop d'espace pour qu'ils posent leur dribble et qu'ils attaquent le cercle, tu vois. Et du coup, je trouve que Chet, là-dedans, il t'assure pas un spacing maximal, ça c'est sûr, mais il t'assure quand même un spacing minimum. Il peut pas complètement être laissé, parce que s'il est complètement laissé, c'est ce qu'on a vu plein de fois, en fait, tu lui kicks dessus, il prend pas le 3 points, il pose 2 dribbles et il finit au cercle, quoi, tu vois. Et donc, j'ai l'impression que Chet, pour le coup, il a un peu cette alternative. C'est un peu moins le cas de Shai, effectivement. Ouais. Ouais, mais bon, après, moi, je suis pas aussi haut que toi sur le drive de Chet. Ouais, c'est sûr que c'est impressionnant pour un mec de sa taille, ce qu'il fait balle en main, mais finalement, tu vois, même avec tout ça, on a vu un Miles Turner être très agressif sur lui quand il shoot à 3 points, et a raison, parce que je crois qu'il le contre plusieurs fois sur les finales. Mais, ça, Mais ouais, mais ça traduit ce que je te dis, malgré tout. C'est que il a beau tourner à 25% de réussite à 3 points sur les playoffs, ou 28, je crois, et bah tu le laisses mais il pas est tout quand même seul. respecté. Et oui, t'es Oui, obligé il de est le respecté, respecter. ouais. Et je pense que ce qui fait que tu le respectes, dans le fond, c'est pas tant son tir, je pense que c'est son drive qui fait que t'es obligé de. Tu veux pas lui laisser prendre de la vitesse, en fait, Ouais, je sais pas. Moi, je vois pas trop comme ça, mais OK. OK, OK. pour le coup. Moi, j'avais un autre point, c'est un peu dans le prolongement de Chet, d'ailleurs, que je voulais aborder, c'était le secteur intérieur du Thunder sur ce run, parce que je suis curieux d'avoir ton avis d'ailleurs, parce que j'ai trouvé leur gestion du secteur intérieur intéressante, parce qu'on a vu, dans le prolongement de ce qu'on avait vu sur la saison régulière, Chet jouait majoritairement en 4 et Hartenstein en 5, sauf sur la finale, où c'est plutôt Chet qui a joué 5 et Hartenstein sur le banc, pour le coup. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup reproché à Degno, mais enfin, il faut quand même bien reconnaître que quand tu regardes, c'est le match 4, je crois, ouais, match 4, où Hartenstein démarre, ou le 5, bah, au début de match, ils prennent plein de points parce qu'effectivement, Hartenstein n'arrive pas à suivre la vitesse des Pacers. Et ça donne presque raison au final à Degno, parce qu'effectivement, quand Hartenstein est là sur les débuts de match, eh ben, il souffre trop sur la vitesse. Toutefois, je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, j'ai trouvé Chet vraiment pas bon en 5, pour le coup. Et sur le run de playoff, globalement, vraiment pas mal en 4, quoi. Et sachant qu'ils sont dans une situation contractuelle un peu bizarre quand même les deux, hein, c'est qu'en gros leurs contrats sont plus ou moins alignés. Tu as le contrat de Hartenstein jusqu'à ce que Chet puisse jouer son contrat max. On sait que leur viabilité à moyen terme, elle est probablement pas possible en fait. Tu vas probablement avoir du mal à avoir les deux. Qu'est-ce que tu as pensé toi globalement de ce secteur intérieur, ce duo et des choix de Degno là-dedans, quoi? Parce que toi, tu préfères Chet en. Tu penses que là, sur les playoffs, il était bien mieux en 4 qu'en 5? Ouais, moi je trouve, ouais. Ouais, moi, je suis pas trop d'accord. Moi, je pense que là où il excelle vraiment dans le contexte collectif du Thunder, c'est en 5. Parce que tu as un spacing. Peu importe où il est sur le terrain, en fait, tu as beaucoup plus de spacing que Hartenstein. Et je trouve qu'en défense, il est quand même bien plus à l'aise pour switch qu'un Hartenstein. Donc, quand tu as une équipe en face qui va pas te tambouriner athlétiquement, c'est la meilleure configuration possible, avoir Chet en 5. Et en fait, au final, quand Chet il est en 4 et Hartenstein en 5, c'est viable, mais qu'avec certaines actions où en fait, Hartenstein il est soit dans les écrans, soit il est utilisé balle en main en hub offensif, quoi. Donc ouais, ça a marché sur des séquences, hein, parce que Hartenstein, il a un super passing, que sur short roll, ça reste quand même très intéressant, même s'il n'a pas été suffisamment utilisé, je trouve, là-dessus. Mais tu vois, le Game 7, c'est intéressant parce que je trouvais que un des ajustements sur ce Game 7, c'était d'utiliser beaucoup plus Chet en roller sur Oui, c'est vrai, ouais. le pick and roll. Et finalement, ça a super bien marché parce que ça reste quand même une menace verticale. Il est capable d'exister sur short roll. Et ça te permet d'avoir un spacing vraiment optimisé sur le reste du terrain, quoi. Ouais, alors effectivement, il y a eu cet ajustement. Moi, je trouve que Hartenstein, il apporte un autre truc à Chet, c'est que je trouve qu'il le protège un peu physiquement quand même, quand il est là. Et je trouve que du coup, Holmgren, notamment en défense, il peut vraiment se concentrer uniquement sur la partie couverture de cercle, en fait.
Alors que oui, il peut switch, hein, c'est sûr. Mais ouais, moi, je trouve que leur. Enfin, genre, toi, tu te projettes, tu te dis, avec ce que tu as vu, ouais, en fait, s'il faut l'archer Hartenstein et avoir Chet en 5, bah j'y vais, il n'y a pas de souci. Tu te dis ça, toi, à la fin Non, de ce round de playoff? non. Moi, je pense que la meilleure configuration possible à terme, c'est que tu n'as pas Hartenstein dans le 5. Par contre, oui, je suis d'accord Ouais. avec toi qu'Hartenstein, il apporte énormément de valeur dans cet effectif, plus en régulière qu'en playoff, mais c'est lié à son profil. Mais moi, je pense que Hartenstein, il faut le garder pendant encore un moment. Il a encore 1 an de contrat, plus une team option, je crois. Et il faut que tu essayes de négocier son salaire un petit peu et que tu le prolonges pendant encore quelques saisons. Après, on verra, hein, on va pas se projeter. C'est dur de se projeter sur plusieurs saisons, mais la configuration actuelle, elle est très bien avec les deux dans cet effectif. C'est super, quoi. Ouais, et ils vont arriver dans une situation qui va venir assez vite, qui sera dans 12 mois. Ils devront faire un choix parce qu'il faudra prolonger et J-Dub et Chet. Et que quand ils vont prolonger les deux, ils pourront pas garder Hartenstein, sauf s'ils décident de trade Chet. Mais j'y crois pas trop, hein. Mais moi, je pense que si, ils pourront le prolonger, hein. Ah bah attends, si tu donnes contrat max à Chet et Shai Ouais, mais et Chet, pas loin de J-Dub, il te ouais, reste mais pas grand déjà, chose, hein. je pense que Shea, ouais, mais Shea, il a encore 2 ans où il est à moins de 25% du cap déjà. Donc, tu vois, c'est quand même. Et ensuite, J-Dub et Chet, il y a peut-être Presti qui va faire des magouilles pour qu'en fait, les deux soient pas au NBA Team et qu'il ait plus que 25% à leur payer et pas 30% du cap. Tu vois ce que je veux dire? Après, peut-être que Chet, il sera deep boy et tu seras obligé de lui donner 30%, mais peut-être qu'ils vont essayer de négocier aussi avec lui pour qu'il prenne moins. Et Hartenstein, bah, au lieu, là, il a une team option, je crois, dans 1 an qui a 20, ou dans 2 ans qui a 28 millions. Tu peux lui dire, bah, nous, on veut te prolonger, mais à 20 millions sur 3 ans, quoi. C'est pas dramatique d'avoir Hartenstein à 20 millions sur 3 ans, sachant que là, en plus, ils payent aucune luxury tax. Ils vont peut-être se mettre un peu dans le rouge pendant 3 saisons pour payer une luxury tax, quoi. Ouais, non, non, mais effectivement, hein, on verra ce sur quoi il se dirige. Sur les playoffs, juste pour info en complément, hein, les minutes avec Chet sans Hartenstein, OKC est à plus 15 à peu près de net rating, donc ce qui est énorme. Et les minutes où ils sont tous les deux sur le terrain, ils sont à plus 5. Alors ça dit pas tout, hein, on est sur 450 et 240 minutes, donc c'est pas énorme, mais ça donne une petite indication sur ces playoffs qui tendent plutôt à montrer que ça a plutôt bien fonctionné, les minutes avec Chet en 5. C'est vrai que moi je l'ai trouvé parfois un peu moins à l'aise, mais il y aura un sujet qui va se poser. D'ailleurs, il y a le sujet aussi Jalen, mais c'est pas un sujet sur lequel il faut passer trop de temps. Mais moi je l'ai trouvé vraiment bon, notamment au premier tour, deuxième tour contre Denver quand il a joué. Il a un peu disparu après, mais ça faisait partie des points forts de OKC, c'était leur flexibilité. Est-ce que tu avais un autre sujet, toi, que tu voulais aborder un peu en synthèse? J'ai un mini sujet, parce que je trouve qu'il y a eu un peu des débats là-dessus. On va pas trop s'éterniser là-dessus, mais c'est l'arbitrage. Est-ce que toi, tu trouves qu'ils ont été plus avantagés que les autres équipes sur l'arbitrage parce que ils joueraient beaucoup plus physique et donc du coup, il y a un côté, tu peux pas tout le temps siffler sur eux. Ou alors en attaque, Shea qui est un peu trop free throw merchant selon certains. Est-ce que toi, ça t'a choqué ou alors tu penses qu'ils sont quand même plus avantagés? C'est pas un sujet simple. Tu vois, par exemple, la finale contre les Pacers, j'arrivais bien à suivre les arbitres sur leur limite qu'ils mettaient, la limite qu'ils mettaient, que je trouvais haut. Et le fait que quand il y avait des coups de sifflet contre Indiana, effectivement, ils dépassaient la limite, ils étaient plus haut que ce que faisait OKC. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je voyais le sens. Ce qui est sûr, c'est que ils ont eu une implication physique qui a été colossale. Et j'ai l'impression qu'ils ont réussi à faire en sorte que les arbitres acceptent de monter un petit peu le niveau de l'acceptable. Pour autant, j'ai pas eu l'impression que le niveau de l'acceptable était à chaque fois plus haut pour eux que pour les autres. Je dis ça et en même temps, tu vois, moi je trouve que sur un moment clé du match 7, c'est le troisième quart-temps, je ne comprends pas les coups de sifflet des arbitres. T'as un moment donné où il y a 2-3 actions Ouais, de je suis suite où d'accord. pour moi il y a N1 sur McConnell, mais il n'y a pas débat. Et de l'autre côté, à un moment, il siffle un truc sur Shai où franchement il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc le truc, c'est, t'as deux sujets. T'as le sujet du fil continu du match et t'as le sujet des moments clés, en fait. Et sur le sujet des moments clés, bon, bah, c'est sûr que ça a régulièrement tourné en leur faveur, quoi. Ouais, et puis, bah, tu vois, sur Shea, moi, ça m'a pas choqué parce qu'il y a eu quand même énormément d'actions où il cherchait la faute ou sur les playoffs, il a pas eu le coup de sifflet. D'ailleurs, c'est pour ça que son adresse, elle a baissé. C'est parce que il cherche trop la faute et bah, tu peux pas lui donner 20 lancers par match. Donc, tu lui donnes 9-10 en moyenne et donc voilà, quoi. Mais non, mais tu vois, un mec comme Lou Dort, qui est un peu, en fait, vu qu'il simule au moins une fois par match sur un écran et vu qu'il est ultra tanké, bah, c'est vrai qu'il a tout le temps le sifflet.
Et du coup, c'est pas de la faute de Lou Dort, parce qu'il y en a d'autres qui le font, là, ces flops sur les écrans. Et alors, vu que Lou Dort, il est ultra tanké, c'est vrai que ça fait un peu ridicule, mais du coup, c'est les règles du basket, tu vois. Donc, si vraiment c'est emmerdant, bah, tu dis à Adam Silver d'arrêter le flopping sur les écrans, et comme ça, on change de règle, et voilà, quoi. Mais ouais, moi, ça m'a pas choqué non plus. Il y a peut-être un ou deux cartons où ils ont eu plus de coups de sifflet, mais ça m'a pas choqué, quoi. Bah, le truc, c'est que t'as le game changer un peu avec Caruso à pas mal de moments où il a fait tourner un peu les matchs. Et sur Caruso, c'était un peu limite, mais j'ai pas les stats devant moi, mais Caruso, il joue final 25 minutes par match et je serais pas surpris qu'il soit au-delà des 4 fautes de moyenne, hein. Donc, en même Ouais, temps, il prend ses fautes quand même, quoi. Tu vois. ouais, ouais, Euh, c'est sûr. mais c'est sûr que c'est sûr que ils ont été en capacité de donner le ton de l'acceptable. Et si c'est toi qui le donnes, bah t'as forcément un avantage, quoi, parce que c'est toi qui maîtrises cet aspect-là, quoi. Donc t'as un Ouais, avantage, quoi. Moi, j'avais deux autres petits sujets très rapidement. Le premier, c'est on en a parlé un peu, mais j'en parle très vite. Leur flexibilité de rotation. Ils ont 10 joueurs qui sont à plus de 20 matchs joués et plus de 10 minutes de temps de jeu de moyenne, ce qui est énorme et très très rare à voir en playoff. Et je pense que c'est un sujet pour la suite. Ils ont été en capacité notamment de pianoter autour de Caruso, Dort, Wallace, Wiggins, Isaiah Joe, voire Jalen Williams de façon assez remarquable. Et je pense que Degno avait tellement d'options à disposition, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et le dernier truc, on en a parlé dans pas mal de podcasts, là on en a un peu parlé, c'est leur identité défensive. Mais on en a tellement parlé que ça sert à rien de retourner dans le détail, mais c'est sûr que la pression défensive qu'ils mettent, elle est exceptionnelle. Et donc, Paul se pose la question de l'avenir pour le Thunder. Alors, peut-être que je peux te la poser comme ça, la question. Pour toi, c'est quoi là les sujets un peu à venir et sur chaque sujet que tu poses à venir, je veux bien que tu nous dises un peu à quel échelon ça se pose. Est-ce que ça se pose à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, tu vois? en fait, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a un sujet très court terme avec eux qui fait que bah, tu auras envie de faire un back-to-back, tu auras envie de maximiser ta fenêtre de titre, au moins sur les 2 prochaines saisons, c'est-à-dire, tu vois, jusqu'au contrat supermax de Shai, où ça va être un peu différent parce que s'il prend 35% du cap, c'est pas la même chanson. Tu sais qu'il y aura d'autres joueurs aussi qui vont demander un contrat parce que dès l'année prochaine, tu auras le contrat de J-Dub et Chet. Donc je pense que tu as un sujet très court terme et il y a des sujets long terme, notamment avec tout leur pic sur les prochaines années. Donc déjà sur du court terme, moi je pense que oui, les playoffs, ils ont montré qu'ils ont quand même un gros besoin qui est le spacing et donc de la qualité en termes de shoot. Alors évidemment, pour rentrer dans le système d'Enio, il faut que tu puisses être à minima positif en défense. Donc moi, je pense qu'il faut qu'ils sacrifient légèrement de la profondeur sur certains joueurs, ce qui n'est pas vraiment un problème pour eux, parce que là, tu vois, à la draft, ils vont avoir 2 pics au premier tour. Donc je pense qu'il faut qu'ils sacrifient un peu de profondeur pour aller chercher du shoot. Moi, tu vois, j'avais un trade j'avais un trade en tête ou des joueurs qui peuvent être intéressants pour le Thunder. C'était un trade pour un Cam Johnson qui a quand même montré que, tu vois, sur le run de 2021, il shootait à plus de 40% dans une équipe, tu vois, qui allait jusqu'en finale, donc sur une vingtaine de matchs. L'année dernière, il est quand même très adroit avec les Nets. Donc, je pense qu'un Cam Johnson, ça peut être vraiment intéressant pour eux, ou un Trey Murphy, qui est vraiment un shooter dans le profil, tu vois, sur les ailes, qui sera positif en défense, qui peut même t'apporter un peu plus de création. Et donc, du coup, si tu veux les avoir, faudra peut-être sacrifier les projets que sont Ousmane Dieng et Topic, ou ok, c'est des loteries, mais je vois pas trop sur du court terme quel sera le réel intérêt d'avoir notamment un Topic que moi j'avais très haut, top 5 dans la dernière draft. Et il faudra peut-être mettre un autre role player aussi, comme un Kenrich Williams qui est payé 7 millions. Donc tu vois, un trade un peu autour de ces 3 gars-là pour un Cam Johnson, un Trey Murphy. Peut-être un Duncan Robinson aussi, ça peut être intéressant, mais je sais pas s'il est aussi positif en défense que les deux cités. Donc je pense qu'il faut du shoot. Ce serait bien aussi peut-être un peu plus un espèce de troisième créateur offensif à côté de Shai et J-Dub. Mais peut-être que Cason Wallace va progresser, peut-être que Chet aussi va progresser là-dessus. Évidemment que J-Dub peut encore progresser. Je pense pas que pour eux, je pense que la clé, elle se situe quand même plus sur le spacing que sur la création offensive. Après, évidemment, si tu peux avoir plus de création offensive, c'est pas mal, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Bah déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont montré l'année dernière qu'ils étaient en capacité de faire ce genre de truc.
C'est-à-dire que leur équipe était déjà très forte, ils étaient déjà premiers de la saison régulière et ils ont trade pour Caruso. Donc le premier indicateur qu'on peut avoir, c'est qu'on voit bien que Presti, autant s'il peut avoir du mal à toucher à ses gros assets, toucher des assets moyens parce qu'il estime que ça permet de renforcer son équipe, ça il est capable de le faire. Donc ce que je trouve intéressant dans ce que tu décris, c'est que c'est déjà une projection dans laquelle réaliste, tu vois. Là où moi je suis moins convaincu sur les projections, tu vois, par exemple d'aller chercher Yanis et tout, je pense pas qu'ils vont aller là-dessus parce que ça me paraît Ouais, pareil, irréaliste j'y en crois fait. pas. Je trouve ça intéressant de parler de cas réalistes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi mon premier sujet c'était comment renforcer la production secondaire. Et en fait, pour moi, sur le renforcement de la production secondaire, effectivement, il y a deux options. C'est soit ils arrivent à aller chercher plus de spacing avec des joueurs qui sont tout aussi bons en défense, parce que je les vois vraiment pas diminuer leur rapport défensif. Ça, j'ai du mal à y croire. Donc, par exemple, un cas comme Duncan Robinson, je le mets presque automatiquement de côté. Je trouve que l'option Trey Murphy, elle est hyper intéressante. Parce que là, t'as un mec où en vrai, c'est un super défenseur, Trey Murphy. Il n'y a pas trop de raison que ça baisse ton apport défensif. Par contre, le bump sur le spacing, enfin, Trey Murphy, c'est juste n'importe quoi le spacing qu'il t'apporte. C'est un des mecs qui peut shooter le plus loin de la NBA. Cam Johnson, ouais, ça me semble être la limite acceptable sur le spacing, sur un genre plutôt de rotation, pas un genre de 5. Pour le coup. Moi, je suis pas sûr que dans leur 5, en plus, Lou Dort soit un lock. Je suis pas convaincu de ça. Je pense que. Ouais, je sais pas. Je me dis, en fait, ils sont déjà tellement Ouais, armés sur la défense extérieure que, tu vois, si tu peux avoir un Trey Murphy pour Lou Dort, je suis pas sûr qu'ils le fassent pas, tu vois. Pour le coup. Parce que, pour le coup, Ah, sinon. dans le trade, tu veux dire? Ouais. Ouais, un trade, je sais pas, moi, tu Bah, envoies je Lou sais Dort pas, et un moi. asset pour Trey Murphy, je suis pas sûr qu'ils le fassent pas, tu vois. Pour le coup. Ouais, je demande à voir. Je pense qu'ils vont plus sacrifier un peu de profondeur que de mettre un joueur aussi important pour eux que Lou Dort. C'est Mais possible, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. s'ils y arrivent. S'ils y arrivent, pour le coup, si effectivement en Ouais, face on s'ils y demande pas arrivent, ça, ouais. quoi, pour le coup. Et parce que sinon, l'autre option pour renforcer cette production secondaire, elle est en interne. C'est la progression de J-Dub, pour le coup. Parce qu'ils ont aussi un cas possible, c'est J-Dub continue à progresser sur son autonomie. Et en fait, tu peux peut-être être dans la continuité de ce que tu as fait cette année, c'est-à-dire continuer à tout miser sur la défense, mais être un peu plus fort sur la production autonome. Et donc, je pense que ça passe par J-Dub. Je pense qu'il va y avoir ces deux options-là. Moi, le pari que je prends, c'est qu'ils vont plutôt miser sur J-Dub. Je les vois bien ne pas faire de trade et miser sur J-Dub qui progresse sur la production secondaire. Et ce que je trouve intéressant, en tout cas dans le constat qu'on fait tous les deux, c'est qu'on est d'accord sur le fait que s'ils veulent voir plus loin, il y a des équipes qui vont progresser. Cet aspect de la production secondaire va devoir un peu up, quoi. Mais Pour du le coup, coup. toi, tu le ferais ce que je t'ai dit, ou alors tu penses que juste que Presti le fera pas? Alors, moi, je ne le. C'est compliqué. Je trouve que là, c'était quand même, c'était très problématique, quoi. Bah non, mais je suis d'accord, mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est si Trey Murphy, je peux l'avoir contre deux pics et Ousmane Dieng et Kenrich Williams, bah je le fais, quoi, tu vois. Et j'ai envie de te dire, même s'il faut que j'envoie à Zaya, il faut voir le salaire quand même de Trey Murphy parce qu'il faut pas non plus que ça les bloque dans leur Il est prolongation à, qui va il est arriver. à 25, je pense que tu peux prendre un peu plus. Ouais, mais il y a Enfin, pas tu mal peux de envoyer un peu prolongations moins, qui quoi. arrivent. En fait, je pense qu'ils ont un truc qui est très très fort au KC, c'est qu'ils ont Isaiah Joe et Aaron Wiggins à des prix imbattables. Ils sont tous les deux en dessous Ouais, de mais tu vois, 10% du cap. moi de base, je les touche pas, mais c'est vrai que vu que Daigneault les a pas trop utilisés, peut-être que Presti va peut-être les bouger, hein. Bah, effectivement, si moi le truc c'est Aaron Wiggins et Isaiah Joe contre, tu vois, genre un pick de draft contre Trey Murphy, bah oui, je le fais, tu vois. Mais je suis pas convaincu que. Enfin, ça serait fou que les Pels acceptent, je trouve. La question, c'est la contrepartie. Donc, Bah, la question, aussi, c'est à quel point est-ce que Presti va vouloir sacrifier ses pics aussi. Parce que oui, les Pels, là, sur Trey Murphy, ils vont être plus gourmands que je pense que les Nets sur Cam Johnson, parce il a quand même 4 ans de plus. bah, Cam dans le cas de Johnson. Cam Johnson, je pense que je le fais pas. C'est marrant, je sais pas si tu te rappelles, mais on avait parlé de ce trade quand on avait dit les trades qu'on voulait voir. Il me semble, de mémoire, il me semble que c'était le trade de Ben. Le trade de Cam Johnson à OKC, si je dis pas de conneries. Non, je Euh, crois qu'il l'avait envoyé aux Aux Kings. Kings, t'as raison, c'était aux Kings, pardon. Ouais, tu as complètement raison. Si c'est pour Cam Johnson, je suis pas sûr que je le fais. Si par contre je peux aller chercher un Trey Murphy, je suis presque même prêt à aller envoyer 3 first pick, tu vois, peut-être même 4, tu vois. Moi, il y en a un Effectivement. qui coûte plus cher que l'autre, mais moi, je pense que Cam Johnson, je le fais aussi, ouais. Et tu penses que tu fais Cam Johnson aussi, ouais. Euh,
Donc je pense que s'il y a une belle opportunité de marché sur un renforcement de ce type-là, un peu comme ils l'ont fait avec Caruso, je le fais. Parce que je suis d'accord que... Enfin, moi, à mon sens, c'était too much, là, la défense. Et je pense que... Alors, est-ce que ce sera prêt dès l'année prochaine? Je sais pas. Mais il y a au moins une équipe à l'ouest qui arrive. C'est les Spurs, mais ce sera peut-être pas dès l'année prochaine. Il va falloir quand même s'armer un peu plus, quoi. Ouais, parce que ta marge de manœuvre, même si tu as affronté aucune équipe qui a gagné plus de 50 wins, je crois, cette saison, ta marge de manœuvre, elle était quand même assez faible, quoi. Après, moi, je pense quand même que, en termes de spacing, je reste confiant sur le fait que tous tes jeunes joueurs qui n'ont pas trop mis leurs 3 points, il y a un truc un peu mental qui s'est débloqué avec le titre, donc ça peut que être mieux, ça peut pas être pire l'année prochaine. Je crois qu'ils étaient à moins de 34% à 3 points. Honnêtement, je pense que l'année pro, même s'ils bougent pas, ils sont au moins à 35%, tu vois. Mais je me dis, enfin, C'est un il y peu a ce un qu'on côté s'était un peu déjà dit l'année dernière. Hein. Ouais, mais tu vois, finalement, tu parlais de leurs ajustements pardon, cet été, mais cet été, ils n'ont pas fait des ajustements liés au spacing, justement. C'est vrai. Tu vois, Caruso, il n'avait pas énormément de garanties sur le spacing. Alors, cette année, trop cool, il shoot à 41% sur la régulière et en playoff, mais il n'y avait pas un énorme historique de réussite à 3 points. Donc, c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire aussi, tu vois, cet ajustement en spacing. Oui, d'autant que dans leur effectif, ils n'ont pas le profil shooter naturel défenseur. Ils ont des shooters naturels, on va dire, c'est Isaiah Joe. Aaron Wiggins, c'est pas loin d'être un shooter naturel. Ils ont des profils défensifs qui se sont construits un tir, genre Lou Dort, presque genre J-Dub. Mais tu sais, ils ont pas ce mec, bah on reprend Trey Murphy. Tu vois, ils ont pas ce mec qui est Ouais. profil shooter, défenseur. Et en fait, c'est naturel chez eux, donc il y a vraiment aucune raison que ça descende en playoff, quoi, tu vois. Ils ont que des mecs où tout ça n'est pas totalement naturel chez eux, vu qu'ils ont toujours misé sur Ouais. des polyvalents. C'est la contrepartie, quoi. Non, mais le Donc, truc aussi, c'est que je me dis, en fait, il peut juste y avoir un mec dans le 5 majeur, en fait, qui a une vraie garantie sur le shoot, et ça peut débloquer beaucoup de monde. ouais, Tu je vois. Il y a un comprends. Ouais. côté un peu, pas forcément linéaire, mais justement légèrement exponentiel, où tu te dis, ah ouais, mais en fait, ça débloque tout le monde, et tout le monde est confiant en playoff, quoi. Ouais, Mais bon, on verra. je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais globalement, moi, j'avais un point, mais qui joignait un peu ce que tu dis, mais alors peut-être que moi c'est un peu plus moyen terme, un peu plus au-delà des 12 mois, c'est quel choix tu fais sur le roster pour garder ce niveau de profondeur. Parce que moi je trouve quand même que ça a été un marqueur pour les Pacers et pour OKC dans cette playoff, c'est leur niveau de profondeur qui leur a permis de garder des niveaux d'énergie qui sont très hauts dans les deux cas, et dans le cas d'OKC aussi de pianoter sur les rotations en fonction des oppositions. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont de l'avance. Il y a forcément leurs 5 majeurs, mais il y a aussi le volume d'options qu'ils ont à disposition. Dans les 12 prochains mois, leur structure salariale fait qu'ils devraient pouvoir continuer à être dans ce cas-là. Par contre, je pense que ça sera moins vrai au-delà des 12 mois. Et donc, quand c'est moins vrai au-delà des 12 mois, bien souvent, tu le prépares avant. Tu le prépares pas au dernier moment. Parce que si tu as un choix à faire sur un joueur que tu vas pas pouvoir prolonger, bah, tu préfères le trade en avance plutôt qu'attendre d'être face au contrat que tu peux pas donner, quoi. Donc, je trouve qu'il y a un truc un peu. Alors, c'est pas vraiment un débat, hein, c'est plus un avis, mais je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire sur ce roster. Est-ce qu'ils vont aller chercher à renforcer un petit peu un corps de joueurs, de 8 joueurs, tu vois, comme une équipe classique qui serait très très fort, ou est-ce qu'ils vont continuer à répartir pour avoir un corps de 11, 12 joueurs, tu vois, qui en fait à un moment donné peuvent jouer. C'est Euh, intéressant, ouais. et parce que ce qu'on a vu dans la NBA ces dernières années, c'est pas le modèle d'OKC. Ce qu'on a vu dans la NBA ces dernières années, c'est que tu as un corps de 8 et c'est ça qui te fait avancer en fait. Et eux, ils ont fait l'inverse, comme les Pacers. Qu'est-ce que tu ferais toi d'ailleurs là-dessus? Ouais, en fait, enfin, pour le coup, ils ont fait l'inverse parce que ils avaient les assets et il y a le génie de Presti derrière. Mais c'est intéressant ce que tu as dit, parce que pour le coup, ils ont le luxe, déjà cette saison, de pique 2 fois dans le premier tour, ce qui fait que, comme on l'a dit, bah, tu peux sacrifier un peu de profondeur pour une meilleure rotation. Et finalement, de la profondeur, bah, si tu drafts des mecs qui sont un peu NBA ready et qui sont un peu des 3&D dans le profil, on aura forcément, là, je pense déjà à des mecs autour de la 15e place, qui pourront t'apporter de la garantie sur de la régulière, pas forcément en playoff, mais qui s'intégreront bien dans l'effectif. L'année prochaine, ils ont quand même 4 first picks, quand même assez ouf. Bon, il y a celui des Clippers, Rockets, Philly, qui sera peut-être pas si ouf que ça. Celui du Jazz, il est protégé à 1,8, donc pas sûr qu'il l'ait. Mais tu vois, ils en ont 3 firsts l'année prochaine. En 2027, ils en ont encore 2, sans compter le leur. Donc au final, en fait, chaque année, tu peux faire un trade
où tu améliores ta rotation, tu sacrifies 2-3 mecs dans ton effectif, et en fait, tu draftes 2 gars, et t'es pas tant à poil que ça, parce que tu peux prendre des mecs NBA ready au premier tour, ou alors, justement, tu te dis, bon, on prend un projet, on va pas le faire jouer, un peu ce qu'ils ont fait avec Topic. Par contre, il aura une vraie valeur sur le marché, parce que des équipes se diront, ouais, ça reste quand même un mec qui était bien vu par les scouts, donc on va pouvoir nous le développer, parce qu'on est une équipe en reconstruction, et voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il manque pas d'options. Après, encore une fois, ce serait dommage pour moi de louper un peu ta fenêtre de titre, et de pas prendre des risques sur le marché, et de justement te dire, bon, on repousse à chaque fois nos pics, on essaie de garder énormément de marge de manœuvre, et on attend une fois que ça pète vraiment. Sauf que tu peux louper 1 ou 2 bagues comme ça, quoi. Pour que tout le monde ait tout en tête, en m'appuyant sur l'article qu'avait fait Jérémy, que vous pouvez retrouver sur le site de QBasket, à l'horizon 2030, donc sur les 5 prochaines années, dans le meilleur scénario, ils ont 16 premiers choix du premier tour et 20 choix du deuxième tour. Et dans le pire scénario, ils ont 10 choix du premier tour et 15 choix du deuxième tour. Donc dans les 5 prochaines années, ils ont un spectre qui tourne entre 25 et 36 choix. Ce qui est juste du délire total. Surtout qu'en plus, c'est une équipe qui draft plutôt bien et qui développe plutôt bien. Donc c'est du délire total. Et en fait, peut-être que d'ailleurs, dans le prolongement de ça, la question qui doit se poser, elle est d'ailleurs finalement peut-être pas tant autour de leur capacité à garder un corps de 10 joueurs performants, c'est peut-être aussi de se dire les joueurs qui sont à payer, qu'ils ont ajoutés, en l'occurrence Caruso et Hartenstein l'année dernière, ont eu un énorme impact. Il y a quand même un horizon à 12 mois et encore plus à 18 mois où ils vont devoir faire un choix. Et en fait, la question, c'est comment ils arrivent à remplacer ces mecs-là. Parce que quand tu vas avoir J-Dub, Chet et Shai qui vont prendre leur contrat, les profils à la Caruso, Hartenstein vont mécaniquement se transformer en des profils de jeunes, en fait. Ça sera plus des profils expérimentés. Et c'est là où il faudra qu'ils loupent pas ce passage-là, tu vois. Je pense que c'est ça, en fait, la clé pour eux, c'est de pas louper ce passage-là. Après, là où tu as complètement raison, c'est que quand tu as déjà un roster aussi bon et que tu as autant de pics, donc autant de monnaie d'échange, normalement, tu dois réussir à pianoter pour toujours avoir un corps de 10 joueurs de très très haut niveau, quoi. Ouais, voilà. Et c'est pour ça qu'à terme, tu vois, un Cason Wallace, il lui reste encore 2 ans de son contrat rookie. Lui, pour le coup, dans 2 ans, je miserais pas sur le fait qu'il reste, parce que je serais pas étonné qu'il demande, tu vois, je sais pas, 15-20% du cap. Je suis sûr qu'il l'aura dans une autre équipe, mais je suis pas sûr que le Thunder lui donnera, parce que même si tu as une grosse valeur défensive, il a pas un profil si rare que ça. S'il n'est pas suffisamment régulier à 3 points sur ces années rookies là, ils lui donneront. Je suis pas sûr qu'ils lui donnent un contrat, quoi. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup, les mouvements vont venir finalement, alors d'ici 12 mois, quoi, parce qu'ils ont aucun intérêt à attendre que Wallace finisse son contrat et qu'il parte sans rien, tu vois. Pour le coup, ce qui est intéressant pour eux, c'est d'essayer de récupérer quelque chose de tout ça. Mais par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que leur cycle est sécurisé, effectivement, jusqu'à la fin de la saison prochaine. Et c'est peut-être plus à partir de celle d'après qu'ils devraient commencer à bouger des trucs, quoi, pour le coup. Parce que sur cet horizon là qu'on décrit, effectivement, il n'y a pas trop de sujets. En fait, le seul sujet, c'est Ousmane Dieng, donc c'est pas un sujet. Et c'est après où il commence à avoir un sujet, quoi, pour le coup. Mais on verra, on verra ce que ça donne. Est-ce que tu avais un autre point, toi, sur ce qui est à venir que tu voulais regarder? Ouais. Ouais. C'est plus sur les autres équipes. Parce que là, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que ça va être les gros favoris sur les prochaines années. Est-ce que toi, tu vois déjà une équipe ou deux, ou quelques équipes, pouvoir vraiment, alors j'allais dire s'immiscer un peu dans cette potentielle dynastie du Thunder, où tu te dis, ouais, pour l'instant, il n'y a pas vraiment une équipe, et il y a peut-être des équipes qui vont gratter une bague sur une année, parce qu'en fait, ils seront on fire à 3 points, il n'y aura pas de blessure, ils ont quand même un niveau suffisamment décent en attaque et en défense. Ou alors, tu as déjà quelques équipes en tête. Horizon Pour aller 1 an titiller ou le 2 Thunder. ans, dans ce que tu me demandes? Horizon 3-4 ans. Ah ouais, ok, d'accord. Parce que horizon année prochaine, j'aurais envie de te dire que les Nuggets, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas faire plus mal que ce qu'ils ont fait sur leur roster, et ils sont quand même à un match de les prendre. Et les Rockets, même si j'y crois pas, j'attends quand même de voir là avec le trade de KD ce que ça peut quand même donner pour le coup. Et pareil à horizon court. Alors les Cavs n'ont pas du tout été rassurants, mais ils ont quand même fait une saison en 64-18. Ils doivent être en capacité de faire mieux, on va dire. Et les Knicks étaient sur l'année 1 de leur projet, donc ils doivent réussir à se renforcer cet été.
Et on verra, partant de la capacité que tu as à te renforcer, si tu arrives à être un contender. Donc ça fait quand même au moins, tu vois, 2-3 équipes qui, je pense, sont en capacité non pas d'être à leur niveau de projection, mais peut-être de les challenger dans les playoffs, et t'es pas à l'abri qu'à un moment donné, ça marche. Sur un horizon un peu plus long, bah forcément, il y a les Spurs, mais je pense que tu les imaginais aussi, qui paraît assez évident. Et la deuxième équipe que je m'étais donnée, c'est... je trouve que les Pistons, moi j'aime bien le développement. Alors après, ça ressemble un peu, je trouve, en termes d'assets, accompagnement. Ça prendra bien 2-3 ans, mais me dis pourquoi pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, les Pistons, je trouve que. Parle un peu loin, peut-être. Mais... Ouais, on est loin quand même, parce que derrière Cade, je trouve offensivement, ça part de trop loin, quoi. Possible, ouais. Mais peut-être, ouais. Ah, j'y crois pas trop, les Pistons. Mais du coup, toi, c'est quoi les équipes que tu as identifiées? Alors, sur un horizon court terme, je pense que Denver, ils ont quand même le meilleur joueur du monde. S'ils prennent un peu des risques en sacrifiant des pics, ouais, ils peuvent titiller OKC. Boston et Indiana, là, avec la blessure d'Haliburton et Tatum, c'est très compliqué, parce que Indiana, c'est quand même une équipe encore jeune. Plus Indiana peut-être que Boston, parce qu'ils sont jeunes, ils ont des assets encore. Mais bon, tu sais jamais comment les joueurs reviennent d'une blessure aussi grave. Les Knicks, j'y crois pas trop. Je pense que les Knicks, ils feront des bons playoffs. Alors peut-être qu'une année, ils iront titiller le Thunder, mais ouais, j'y crois pas trop. Les Cavs, j'ai envie d'être optimiste, pas parce que c'est ma franchise, mais parce que, bon, un petit peu peut-être quand même, mais parce que je me dis, il y a quand même des jeunes joueurs avec de l'upside. Je pense que Mobley, il a pas fini de progresser. Donc je me dis, t'as peut-être... Puis on a plus trop de first, mais on n'est pas non plus à poil niveau pick, comme, tu vois, comme Minnesota ou d'autres équipes comme ça. Et sinon, ouais, les Spurs, bon, Dallas, là, ils vont prendre Flag, donc l'effectif, il est pas très jeune, mais je trouve qu'avoir Flag sous contrat rookie avec Kyrie, AD et plein de bons Mais role players Kyrie, c'est pareil, potentiels. hein, c'est comment revient Kyrie, parce que si Kyrie revient pas bien, Ouais, ils ont pas d'arrière. Hein. ouais, mais je me fais moins de soucis, tu vois, sur Kyrie que sur les autres joueurs, Ouais. parce qu'il y a quand même un niveau de technique de ouf, et les croisés, c'est peut-être pas aussi dur que le tendon d'Achille. Ah oui, c'est vrai, c'est les croisés Kyrie, c'est pas le ton d'Achille. Ouais. Ouais. Hmm. Est-ce que t'enterres les Lakers? C'est compliqué. À tout moment, LeBron, il dit je me casse. Houston, j'ai du mal à être vraiment hype. Après, ils ont beaucoup d'assets, donc je pense que Houston, ils peuvent faire mal. Ouais, je pense que les Cavs, faut faire attention, parce que Mobley, il a de l'upside. Et sinon, ça va jouer entre Dallas, San Antonio et Houston, je pense. Et l'équipe que tu Ah, mettrais le plus haut dans tout ça, là, et ce serait sur quel horizon? sous 3-4 ans, je pense que pour l'instant, j'ai les Spurs. Qu'il y a Wemby, et là, ils viennent de choper un top 2 de draft. Donc, ils partent de plus loin à l'instant T que les Rockets, mais je pense qu'ils peuvent aller plus haut quand même. Ok. Et t'as pas de hype sur le projet Orlando, qui vient de rajouter Non, c'est Desmond pas assez. Bain. Ils feront peut-être des. Alors, pour titiller le Thunder, non. Pour faire des finales de conf à l'Est, ouais, pourquoi pas. Mais pour titiller le Thunder, pour l'instant, pour moi, c'est trop court. Et Bon, pourquoi pas? sachant que dans toutes ces projections, ce qui est compliqué, c'est de faire des projections à plus de 6-8 mois, parce que par exemple, tu as un gros sujet, c'est où va aller Yanis. Et en fonction de ça bouleverse tellement tout, Ouais, alors là, ouais, c'est sûr. c'est que ça peut changer pas En mal de fonction de trucs, quoi. s'il arrive, tu vois, parce que j'ai l'impression que les deux équipes qui ont le plus d'assets, c'est en termes de pics, c'est Houston et San Antonio. Et en fonction de là où il arrive dans une de ces deux équipes, c'est sûr que ça peut changer beaucoup de choses. Ouais. Ouais, il y a les Knicks aussi qui ont l'air d'être très chauds, mais Mais ça ils ont arrive. pas d'assets, donc j'y crois pas, moi. Non, mais tu sais, il y avait la rumeur 4 plus Bronson. Moi, je la fais tous les jours, hein. Je suis Knicks, je le fais tous les jours, hein. Mais bon. Mais après, il faut arriver à entourer quand même. C'est compliqué, quoi. Effectivement. Et c'est vrai que les Pacers ont montré des super choses quand même depuis 2 ans. Mais Haliburton va pas être là pendant un moment. C'est comme une équipe qui fait finale de conf, puis finale NBA, qui gagne la NBA Cup, si je dis pas de conneries, ou fait une finale de NBA Cup. Mais c'est vrai que la blessure d'Haliburton, elle fait un peu mal, quoi. Ok, est-ce que toi tu avais d'autres sujets? Parce que moi, pour moi, on a traité tous les sujets que je voulais traiter là sur. Non, mais écoute, moi, pareil. Eh ben super, on verra ce que ça va donner, sachant que en plus on a pas mal de contenu là qui arrive sur QI Basket. Vous pouvez aller retrouver d'ailleurs la draft qu'on a fait fictive avec les comptes NBA. Vous avez tous les podcasts qui sont disponibles. Vous allez voir, c'est assez fun et ça permet de vous mettre un peu dans le jus pour la draft. Je crois qu'on fait un live aussi pour la draft. Et puis on a déjà pas mal de choses programmées. L'été va pas durer très longtemps pour le coup côté QBasket parce qu'il y aura pas mal de contenu. En tout cas, restez connectés. Du coup, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.